La Sambre entre en Belgique. Nous sommes à Erquelines, à 2 pas de la frontière française, non loin de Maubeuge. C'est ici qu'est né celui qui va devenir un talentueux dessinateur et scénariste de la bande dessinée belge. En pleine guerre, mon père termine ses études de médecine et vient à la Bussière pour être l'assistant du vieux docteur Canard. À la Bussière, il rencontrera sa future épouse. C'était la fille du boucher de la Bussière, René Debaille. Ils viendront ensuite s'installer à Erquelines très rapidement, mais en 1944, ils louent une petite maison rue Albert Ier. Mais un avion américain venu bombarder les rails de chemin de fer qui sont un peu plus loin de la gare d'Erquelines tire un peu large et toute la toiture de cette maison est détruite. Ma mère étant enceinte, s'est donc réfugiée dans la maison d'à côté, chez la famille Allouin, où la mère est aussi enceinte. C'est donc chez Madame Allouin que naîtra Marc Wasterlin. Vers 8-9 ans, mon père achète une grosse maison, 139 rue Albert Ier à Erquelines, pour s'y installer. J'ai 7 ou 8 ans et ce sera l'occasion pour eux de perdre mon doudou, un petit ours que je traînais partout encore. Et dans cette maison, les pièces sont vastes et à côté, il y a un cinéma. Avec ma sœur, nous nous asseyons sur le rebord de la fenêtre qui est la plus proche du cinéma et on essayait d'imaginer les histoires rien qu'en écoutant le son des films. C'était comique quand même. Mais je crois que ça m'a ouvert l'imagination malgré tout. En 1974, enfin, j'ai un premier contrat pour les éditions Dupuis. Et je dois dessiner le premier Docteur Poche, Il est minuit Docteur Poche, qui sera entièrement dessiné dans cette maison 139 rue Albert Ier. La toiture de la maison 202 rue Albert Ier ayant été réparée, de la fenêtre de ma chambre, qui se situait tout en haut, je pouvais apercevoir de l'autre côté de la rue des albums de BD affichés dans la vitrine de la librairie Marilès, qui était aussi une imprimerie. C'est là alors que je pourrais me faire offrir Tintin au Congo ou Tintin en Amérique ou Spirou et les chapeaux noirs par exemple. Comme je dessinais beaucoup déjà étant gamin, eh bien j'affichais mes dessins à la fenêtre du bas de la maison pour que les enfants qui passent dans la rue pour aller à l'école puissent les voir aussi, espérant peut-être qu'un jour un enfant vienne me demander un dessin que je lui aurais bien volontiers offert. Parmi les quelques albums que je réussis à me procurer, il y avait aussi Popol et Virginie, par Hergé. Je m'amusais à retracer les personnages avec un gros crayon brun ou bleu. Je refaisais je redessinais sur le personnage imprimé. Il y avait aussi Moustache et Trottinette qui paraissait dans Femmes d'aujourd'hui, du dessinateur Calvo. Et ça me plaisait bien. C'était un petit chat et une souris. On voit une filiation avec ce que je ferai plus tard. Et là, c'est sur des calques que je reproduisais les dessins. Ma petite voisine, née à peu près en même temps que moi, elle avait beaucoup plus de livres que moi, donc j'étais toujours fourré là pour lire tous les albums que je n'avais pas. Dont notamment le singe Zozo, qui connaissait de nombreuses aventures. C'était un dessinateur italien, je crois qu'il faisait ça. Il y avait ensuite Nounouche,
C'était une petite ours, une fille ours qui voyageait à travers le monde en avion, en auto, et connaissait toutes sortes d'aventures. Alors nous avions de la famille à Trélon, avec 2 cousines, et elles avaient, elles aussi, beaucoup plus de livres, mais des publications françaises, comme on ne trouvait pas toujours en Belgique. Et parmi lesquelles, il y avait Mickey. Les autres gens ne voyaient pas le petit bonhomme. Donc c'était un peu magique et surprenant. Et je crois que ça m'a beaucoup impressionné quand même. Comme c'étaient des filles, elles avaient toute la collection des Agi, une publication venant des États-Unis et traduite en français. Mais il y avait aussi Lily Lespiègle, qu'elle pouvait être cosmonaute, aller sur la Lune, elle pouvait être hôtesse de l'air, elle pouvait être une aventurière, elle pouvait faire du théâtre ou du cinéma. C'était passionnant quand même. Après des études primaires à l'école communale d'Erquelines, Marc Wasterlin poursuit ses études comme interne à l'Athénée de Morlanway. Vers 14 ans, il rejoint l'école Saint-Luc de Mons, attestant déjà ainsi de son intérêt pour les arts graphiques. Les résultats décevants aboutissent à une poursuite de ses études secondaires à l'Athénée de Thuin. Il va alors s'inscrire à l'Académie des Beaux-Arts de Mons. Cette fois, les résultats sont meilleurs. Néanmoins, il se dirige vers le Centre des Arts Décoratifs de Bruxelles, car on y dispense des cours orientés davantage vers la bande dessinée. Alors, ça prend du temps, c'est fastidieux, mais bon, c'est ce qu'il faut faire, il n'y a rien à... Mais il faut savoir que tout jeune déjà, notre étudiant avait montré un intérêt évident pour un domaine qui marquera son adolescence. I found my tree on Blueberry Hill, on Blueberry Hill. Well, I found you. Marc a débuté le piano très jeune. Pensionnaire à l'Athénée de Morlanway, il va bénéficier de cours de piano donnés par un ancien professeur de musique de son père. My dreams came true. Lui s'installer à côté du piano, avec sa pipe, je le vois encore ce monsieur-là. Et puis, il écoutait le gamin qui essaye de faire ses gammes. Et puis donc je faisais ça, et il s'endormait. Moi je le surveillais quand même. Il s'endormait, il ronflait. Alors tout doucement, il ne réagissait pas. Et alors je commençais. Alors tout à coup il se réveillait. Non, 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 mais qu'est-ce que vous faites? Allez, reprenez, reprenez. Une prestation lors d'une fête scolaire de fin d'année à Saint-Luc va favoriser la constitution d'un trio qui comprend Marc au piano, Georges Libert, son ami d'enfance, à la batterie et Georges Beuqueline à la guitare. C'était vraiment un embryon et c'était pour répondre à un concours de l'école. On a renforcé l'orchestre avec 2 musiciens de Binche, Marc Hendricks et Jean-Jacques Blairon qui habitait le Val, mais qui deviendra plus tard Gigi Lionel et se fera connaître avec la chanson de La danse des canards. Et on a eu la chance de trouver
Jean-Marie Aumont, qui jouait formidablement du saxophone. En participant à un concours d'orchestre au festival de Châtelet à l'époque, c'était connu. Et la vedette de cette soirée-là, c'était Johnny Hallyday quand même. On avait remporté ce concours des orchestres de la région. Là, on a pu commencer quand même à pouvoir se déplacer et se montrer dans d'autres endroits. Jusqu'à parfois participer à des festivals de jazz, en entrée, bien sûr, de festivals, pas en vedette. Les lundis, quand je me retrouve à l'école, après 2 jours de boum, 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 boum dans les oreilles, j'avoue que je dors sur mon banc et que les résultats scolaires ne seront pas terribles. On donnera un dernier concert à la salle de la Madeleine à Bruxelles dans une réunion de tous les groupes de Belgique qui ont été primés ou remarqués. En s'inscrivant au Centre des Arts Décoratifs, Marc s'orientait résolument vers la bande dessinée. Arrivé en fin de cycle, Marc, comme ses condisciples, doit soumettre ses travaux à l'appréciation d'un dessinateur professionnel. En ce qui me concerne, le professeur s'était adressé à plusieurs dessinateurs et finalement il y en a un qui était libre ce jour-là, tout ça c'est du hasard. C'était Dino Attanasio qui avait repris de Franquem les Modestes et Pompons, mais a été connu aussi pour son Signor Spaghetti, dont le scénariste était René Goscinny. C'était une série qui marchait bien. Il faut dire qu'à cette époque, tout marchait bien dans la bande dessinée. Il n'y avait pas pléthore. Hein. Et c'est donc Dino qui est venu voir mes travaux, puis qui, à la fin de l'entretien, me dit écoutez, j'ai un collaborateur qui vient de me quitter. Si vous pouvez venir chez moi, peut-être est-ce qu'on pourra s'arranger pour que vous puissiez m'aider assez rapidement. C'est ce qui s'est passé. J'ai fait des centaines et des centaines de coloriages. En même temps, j'ai commencé à faire un peu de lettrage, un peu de décor, des mises à l'encre. Je réaliserai le seul et unique scénario d'une histoire complète de 8 pages de Modeste et Pompons, qui paraîtra dans le Tintin, et ça s'appelait Alerte Soucoupe. C'est en 1969 que Marc va connaître sa première expérience autonome. Sous le pseudonyme de Marc Wham, il fournit une petite histoire pour Samedi Jeunesse. Marc tente de placer chez Spirou des mini-récits dont c'est alors la grande mode. Aucun retour positif, si ce n'est un certain coup de fil. Malgré tout, on me téléphone un jour, c'était M. Charles Dupuis, qui me dit « On a vu vos travaux ?» Non, je me redresse tout fier en disant « Ça y est, on a pris un de mes... » Mais non, c'était pour m'annoncer que M. Quillifort, vous connaissez M. Quillifort? Non, mais c'est Payot. Ah bon, je ne connaissais pas son véritable nom. Eh bien, il cherche un collaborateur. Donc, rendez-vous, telle adresse, tel jour, ou prenez contact avec lui, je ne sais plus. Et alors, je crois que c'est François Valteri qui avait choisi parmi tous les dossiers qu'ils avaient reçus. Il est tombé sur le mien. Il dit toujours, en blaguant, « J'ai pris le premier de la pile et j'ai même pas regardé et c'était toi. » Bon, on lui demandera. Hein. Quand Payot m'a demandé de trier les cartons, les 10 cartons à dessin qu'il y avait là, pendant que lui allait faire une sieste, à mon sens, ils avaient déjà vu ça avant moi, eux, mais enfin, ils me demandaient mon avis, qui n'était pas un avis décisionnaire, hein, mais qui était un avis. Alors, et je suis tombé par hasard sur le troisième carton qui était là, les cartons de Marc Wastorlin, Herculine. Oui, bon. Mais j'avais déjà vu ces dessins. Les dessins notamment des petites souris dans l'espace que j'avais vu dans un magazine, Samedi Jeunesse. Et c'est un truc, je ne me rappelais plus du nom du dessinateur, mais c'était les planches originales qu'il y avait là-dedans. Je dis, mais c'est très beau ça, c'est magnifique.
Et il y avait des dessins de petits musiciens. À l'âge de 14-15 ans, il avait fait des trucs remarquables. Avec un petit musicien, c'était même très graphique. Et il allait un peu dans tous les sens de style. Il se cherchait sans doute. Mais il était très habile. Et il a toujours été d'ailleurs. Peyo avait fait sa sieste et en revenant dans le bureau, j'ai dit c'est celui-là. Et c'était le carton de Marc Pastoral. Et donc je vais travailler chez Peyo. Je fais un peu de tout, un peu de décor, un peu de lettrage, un peu de mise en page. Et finalement, bon, ça aboutira à ce qu'il me fasse participer aux histoires de Schtroumpf. À la dernière histoire de Johan et Pirlouit, il me fait en créer des décors et je me rappelle d'une bataille à l'épée où j'avais malheureusement gommé les traits, les lignes de vitesse, comme on dit nous, du tracé d'une épée lors d'un duel. Et enfin, vous avez effacé, j'allais les remettre après, mais il vient voir juste à ce moment-là, il me dit, vous avez osé effacer mes traits, mais j'ai passé 2 heures à faire ça. En plus, vos personnages, on ne dirait pas vraiment des épéistes. D'ailleurs, regardez, je vais vous montrer. Et il prend un thé, il me donne une latte, une grande latte, et il dit, allez, en garde. Alors, mais allez, défendez-vous, moi, je vous attaque, vous devez vous défendre. Donc je fais une avancée. Ben allez, donc pouf, pouf, on commence à se battre à la latte, il me tape sur les doigts, donc je lui refous un coup aussi. Du coup, ça devient presque une bagarre. Heureusement que sa femme est arrivée avec le café. Mais enfin, qu'est-ce que vous faites? Pierre, arrête. C'est devenu un gag et on en riait parfois ensemble quand on sort des années plus tard. J'ai quand même eu la chance de connaître Peyo, qui m'a appris un tas de trucs du métier. Peyo va se voir dépassé par le succès international des Schtroumpfs. Il conseille alors à ses collaborateurs de songer à voler de leurs propres ailes. Thierry, lui, il n'y avait pas trop de problème parce qu'il avait déjà commencé tout doucement à travailler sur son projet de Natacha, l'hôtesse de l'air. Les circonstances vont amener Marc à proposer un projet chez Tintin. Yvan Delporte m'avait aidé à faire le scénario du premier Bob Moon et Titania. Paru en 1971 dans Tintin, la première histoire de Bob Moon et Titania sortira en album en 1980, en noir et blanc. 2 autres albums suivront. Le rédacteur de Tintin à l'époque, c'était Greg, le créateur d'Agile Talon. Greg juge que c'est pas encore au point, mais il dit « Je vous donne votre chance, à vous d'en profiter ». C'est vrai que mes personnages étaient encore un peu raides, c'était un peu naïf encore. Mais enfin, il agit de cette manière-là. Je m'entendrai très bien avec Greg et chaque fois que je viens à la rédaction, il prend tout son temps pour m'expliquer, me raconter toutes sortes, m'invite chez lui. Et ensuite de Bob Moon et Titania, ce sera Monsieur Bonhomme. Mais entre-temps, il y a parfois des épisodes où il faut retourner chez Peyo parce qu'il a quelque chose en route et il faudrait l'aider à faire ça. Monsieur Bonhomme procède autant du burlesque fantastique que de la fiction fantaisiste et poétique qu'affectionne l'auteur. Celui-ci dira que ce sont des féeries, des contes et des légendes qu'il connaît bien, avec une pointe de surréalisme. En 1974, au Lombard, Raymond Leblanc se retire au profit de son fils Guy. Grec, le rédacteur en chef du journal Tintin, ne va guère s'entendre avec Guy Leblanc. De toute façon, Greg sait qu'on l'attend chez Dargaud pour être directeur de tout un secteur éditorial. Et donc, il s'en va. Du coup, je perds mon protecteur.
On me retrouve seul et abandonné. Et donc, et on me dit surtout, vous pouvez continuer, mais il n'y aura jamais d'album. Marc se tourne alors vers Dupuis, où le rédacteur en chef est alors Thierry Martens. Et Martens me dit, ben moi j'aimais bien Monsieur Bonhomme parce qu'il y avait une ambiance, c'était un peu surréaliste, c'était un peu de la magie. J'aimerais bien une histoire comme ça. Ben, je peux les continuer. Non, parce que je ne veux pas d'ennui avec la concurrence. Et donc, il faut travailler dans ces ambiances-là, comme vous faisiez de Monsieur Bonhomme, mais inventer un autre personnage pour le remplacer avec un autre nom. Et ça deviendra le Docteur Poche, que tout de suite, j'imagine davantage comme un magicien. Hein. Dans le numéro du 19 août 1976, le Docteur Poche fait son entrée dans le magazine Spirou. Réalisé dans la maison de ses parents à Erquelines, Il est minuit Docteur Poche sortira en 1978. Ensuite viendra L'île des hommes papillons. En 1980, combiné au récit Les belles vacances, paraîtra Carabouya, une histoire qui suscitera l'émotion. Il y a eu beaucoup de courriers concernant cette histoire qui a surpris les lecteurs, parce que c'est un peu triste, et il y a un drame. C'est pour la première fois, tous ces petits personnages qui ont des gros nez, font pif-paf et font des gags, mais pour la première fois, il y avait une aventure humaine avec la disparition, l'accident d'une gamine, la petite vietnamienne, Tiwe. 9 albums du Docteur Poche paraîtront chez Dupuis. En 1990, la parution des albums va s'arrêter. Il est d'ailleurs mis fin au contrat de Marc. En 1995, le Docteur Poche reprend du service pour 5 albums, cette fois chez Casterman. La volonté commune est de s'adresser à un lectorat plus jeune. Les éditions Dupuis publieront 3 intégrales. En 2013, les éditions Mosquito éditeront une intégrale qui, elle, reprend les titres parus chez Casterman. Parallèlement au Docteur Poche, j'ai eu une proposition pour travailler pour les éditions Bayard, pour le magazine Okapi. C'était Jean-Claude Forest, le dessinateur de Barbarella, qui avait accepté un poste de directeur de collection des albums des éditions Bayard, et particulièrement des histoires BD qui apparaissent dans Okapi. Les 2 hommes se rencontrent à Bruxelles. J'ai vu votre album La planète des chats, eh ben c'est ça qu'il faut faire. Impossible toutefois de concrétiser ce souhait de Jean-Claude Forest. Ça ne va pas, à cause du contrat qui existe avec les éditions Dupuis. Mais il me dit alors quelque chose dans le même genre, où on retrouve cette ambiance. Gilles et Georges sont donc des personnages que Marc a créés pour Okapi. Il dessinera 5 récits, mais les 3 premiers seulement paraîtront en album. Et les 2 autres, c'est dans notre petit magazine 4e de cours, qu'on publiera les 2 qui n'ont jamais été publiés en album. Pour le récit La croisière de la Marie-Jeanne, Marc utilise comme modèle la péniche Cum Deo, encore amarrée aujourd'hui au port de plaisance d'Erquelines. Passionné de navigation, le dessinateur a longtemps caressé l'espoir d'acquérir une péniche pour y installer son atelier de dessin. Le magazine Okapi monte de tranches d'âge avec son lectorat qui sont des lycéens, et puis on recommence. Il trouve que les histoires de Gilles et Georges ne conviendront plus parce que
c'est un peu enfantin. Je ne trouve pas, mais enfin, on peut le voir comme ça, c'est des bandes dessinées simples, on va dire. Donc, on me demande de faire, pourquoi pas, Jeannette Pointu, qui a déjà commencé à être publiée dans Spirou. C'est en effet dans le numéro du 11 mars 1983 que Jeannette Pointu fait son entrée dans Spirou. Pourtant, initialement, ce projet répondait à une demande de La Vie, un magazine français d'actualité. Pas heureux du tout, Charles Dupuis rachètera le contrat pour alors en conclure un autre avec les éditions Bayard. Certains récits de Jeannette Pointu sont publiés dans Okapi, c'est pour ça qu'on ne les a jamais vus dans Spirou. Mais les albums seront édités par Dupuis. Le 20e album clôturera une série pour laquelle Marc se sera souvent inspiré du réel. Mais parfois, c'est une invention, une fiction totale, comme par exemple Les Fourmis Géantes. J'en parle parce que Les Fourmis Géantes, c'est un des récits que j'aime le mieux. Je peux quand même bien aimer mes histoires. Où sur une île, on va découvrir qu'il existe des fourmis géantes. Elles ont des ennemis, les fourmis vertes, qui les attaquent. Et il y a un vieux marin naufragé qui a vécu longtemps isolé là sur cette île, qui a réussi à communiquer avec elle. Et une des fourmis connaît son langage. Et pour la reconnaître, il lui a peint un X sur la tête. La reine des fourmis est décédée. Pour ne pas qu'elle soit attaquée par les autres fourmis, ce vieux naufragé mourant lui a mis un foulard imprégné de l'odeur de la reine et les antennes de la reine sur la tête. Donc Jeannette Pointu devient un temps la reine des fourmis. Donc, voilà à quoi je m'amuse. Jamais à court d'inspiration, Marc va faire vivre Ratapoil, un héros qui a du chien. Au premier festival européen de la BD à Grenoble, en 1985, c'est Franquin qui va présenter Marc à Jean-François Meyersohn, éditeur de Marsu Productions. À partir de 1990, paraîtront les 3 albums. Dans le début des années 2000, Marc a traversé une mauvaise passe. Il a traversé une mauvaise passe familiale, professionnelle et aussi au niveau santé. Et il s'est retrouvé à un moment donné un petit peu largué de partout. Il avait des problèmes de vue, problèmes de hanche, différentes choses qu'il a déjà dû évoquer ailleurs et dont il ne se cache pas. Et alors, il était effectivement plus édité et puis besoin financier étant là. J'ai été approché par une connaissance que nous avions en commun qui s'occupait d'une librairie de bande dessinée et qui dit qu'est-ce qu'on pourrait faire pour Marc. J'ai envie de créer une ASBL. Donc c'est à l'initiative de ce libraire que l'idée de l'ASBL est née. De là on est parti, constitution de statut et tout ce qu'il fallait faire. C'était en début 2007. Actuellement, notre conseil d'administration se compose de 6 membres. D'abord notre président, Claudie Lempereur. Ensuite, bien sûr, l'élément principal de notre conseil d'administration, Marc Wasterlin. Oriana, sa compagne, qui est aussi la trésorière. Il y a aussi parmi les membres de ce conseil, Alain Maury, Bob de Rouver et moi-même qui en suis le secrétaire. La SBL, son objectif, son objet, c'est de mettre en valeur l'œuvre de Marc, l'œuvre passée, mais aussi l'œuvre présente et future de Marc, et de rééditer des originaux. Notre revue 4e de couve comprend différentes rubriques. Certaines reviennent de façon récurrente. Une des plus anciennes, c'est la case préférée 2, où là, on demande toujours soit un dessinateur, soit un scénariste, soit un éditeur,
on lui demande de choisir parmi toute la bibliographie de Marc une case particulière qu'il aurait marquée. Comme autre rubrique récurrente, il y a l'invité de Marc. Marc aime bien inviter un ami, auteur, avec qui il s'entend très bien et qu'il connaît particulièrement bien. Il y a aussi une ancienne rubrique qui continue et qui est très très importante à mes yeux, c'est la marchéologie. C'est vraiment les vieux travaux de notre cher Marc qui, même s'il garde toujours un côté juvénile, a quand même tout un passé derrière lui très intéressant et qu'on peut redécouvrir à travers notre revue. Il y a aussi le fait que nous avons été voir certains auteurs dans leur atelier de travail et c'était des exclusivités. J'y suis allé moi-même voir Baptême dans son atelier à Liège. Aussi Morisset, qui est un de nos premiers affiliés et qui est aussi connu pour ses bandes dessinées, entre autres chez Bambou. Nous sommes passés du noir au blanc à la couleur et nous sommes aujourd'hui à une belle revue qui sort 2 fois par an. Si notre revue est d'une telle qualité, c'est grâce à Alain Maury, qui n'est pas que membre de notre conseil d'administration, mais qui s'occupe avec vraiment un perfectionnisme inimitable, je vais dire, de la mise en page de notre 4e de couve, qui ne serait pas une revue aussi belle si il n'était pas des nôtres. Depuis mes 18 ans, depuis que j'ai rencontré Marc, je le recroisais de temps en temps. On a finalement, on a eu une espèce de parallèle comme ça, puisque moi je suis rentré au studio Peyo, lui venait aussi du studio Peyo, et donc parfois en séance dédicace on se retrouvait, et donc je le recroisais de temps en temps. Et on a eu une exposition commune à Bonne-Espérance, et à ce moment-là il est venu me trouver, il m'a demandé si j'étais intéressé de faire la mise en page. Bon, moi ça m'intéressait, mais j'avais jamais fait ça, donc ça me faisait un peu peur, et donc j'ai dit oui, je serais d'accord. Donc depuis le numéro 3, c'est moi qui fais la mise en page, et je crois que ce qu'ils aiment bien chez moi, c'est mon côté un peu méticuleux, le suivi aussi, parce que, moi, on me demande de changer un truc, tout de suite je le change, je renvoie un mail avec la correction, et voilà, et tout le monde est content, donc ça marche bien, quoi. J'étais étudiant en arts plastiques, et je rêvais de faire de la bande dessinée, et mon idole à ce moment-là, c'était Walteri, et je faisais un travail de fin d'études sur Walteri, et pour enrichir ce travail, j'ai été trouver notamment Marc, parce qu'il avait travaillé beaucoup avec François. C'était pas le seul, hein. Je recevais beaucoup comme ça qui venaient montrer quelques dessins, mais c'était vraiment des dessins d'enfants pratiquement, quoi. Et donc j'ai été frappé à sa porte pour l'interviewer dans le cadre de Walteri, mais après l'interview, je lui ai montré mes dessins, comme tout amateur fait quand il rencontre un professionnel. Et j'avais montré les mêmes dessins à Walteri qui m'avait dit « Ah, c'est bien, continue, c'est formidable ». Donc j'étais confiant, je montre mes dessins à Marc, et puis il me dit « Mais qu'est-ce que c'est que ça ?» Il commence à tout démolir en disant « Mais enfin, t'as vu ton lettrage, on ne sait même pas lire ce que tu écris, c'est cochonné, et puis là, comment tu racontes ça, c'est mal foutu, Je me dis « Oh Dieu Seigneur, mais pourquoi il me démolit comme ça ?» Connaissant les difficultés du métier, parce que j'y étais en plein dedans, je leur faisais comprendre que c'était pas sur un coup de baguette magique qu'on pouvait s'imposer, réussir dans ce métier. Qu'il fallait beaucoup travailler. Ah, déjà, j'en perdais la moitié qui ne venait plus. Ah, il faut travailler. Et il est parti chercher un bout de crayon, mais vraiment un petit bout de crayon, plus petit que les crayons Ikea, dans un tiroir. Le crayon était mal taillé, et il a commencé à dessiner sur mes planches. Moi, je me dis, mais c'est sacrilège, quoi. Moi, je ne ferais jamais ça à personne, des planches de n'importe qui, on ne fait pas ça, quoi. Donc j'étais vraiment... je me dis, celui-là, je ne veux plus le voir, hein. C'est honteux ce qu'il fait là, il est en train de... Et pendant une demi-heure, il m'a fait la leçon, mais vraiment en me démolissant. Mais je me dis, celui-là, ne le verrai certainement plus, c'est comme les autres. Il me demande si je veux voir son travail. Bon, ça m'intéressait quand même. Donc je suis monté dans son atelier, et il a commencé à me montrer ses pages. À ce moment-là, il travaillait sur l'île des hommes papillons, et il y avait cette attaque des avions. Et là, il commence à m'expliquer, et en m'expliquant, tout ce qu'il m'avait expliqué sur mes planches prenait sens. Et je comprenais tout ce qu'il avait voulu me dire. Et à ce moment-là, je me dis, mais oui, c'est vrai, il avait raison. Parce que c'était tellement bien ce que lui faisait,
que je réalisais à ce moment-là que moi, c'était très, très mauvais. Et je suis finalement sorti de chez lui, gonflé à bloc, en me disant, mais là, je viens de prendre une leçon magistrale. Il fait des progrès. Et puis, c'est à tel point que je n'hésiterai pas à lui demander de l'aide, parce que je suis en retard dans une série de Gilles et Georges où il fera tous les décors qu'il y avait derrière le début de l'histoire. Et il m'a avoué des années après qu'en fait, ce qu'il avait cherché à faire, c'était me décourager parce qu'il trouvait que je n'étais pas au point, jusqu'au jour où il a trouvé que finalement j'étais au point. Et j'ai quand même pu faire une petite carrière dans la BD, donc voilà. Ok, nous on est les pixels. Ça va? Après différentes réalisations publicitaires, Marc est sollicité par François Cortegiani, rédacteur en chef de Pif Gadget, pour créer un nouveau personnage pour le jeune lectorat du magazine. Donc ce sera les pixels, et les 2 premières histoires seront publiées dans Pif Gadget. Mais Pif Gadget s'interrompt. Voilà Kevin, Arnaud et Zebra, orphelins d'éditeurs. Un peu embêté, Cortegiani me mettra en relation avec Michel Jans, que je connaissais déjà depuis de nombreuses années. Mais nous n'avions pas de collection jeunesse dans ce que nous faisions, éditorialement parlant. Et quelque temps après, nous avons fêté nos 20 ans, et pour fêter nos 20 ans, j'ai décidé de faire une collection jeunesse. Et à ce moment-là, je me suis retourné vers Marc, et je savais qu'il avait réalisé pour Pif, de François Cortegiani, à l'époque, il avait réalisé les pixels. Alors je lui ai proposé, je lui ai dit, ben, écoute, on va publier les pixels. Nous avons publié ce premier album, puis un deuxième album, et après je lui ai dit, on va se serrer la ceinture pour te payer à continuer à faire de la création. Donc il a fait un 3e, puis un 4e pixel. Merci. Il y a quand même Il y a du boulot, ah oui, mais un enfin. petit personnage. Prenant, entre autres, le relais du studio Cerise, du studio Leonardo ou encore de Balou, c'est le dessinateur Olivier de Kayser, parfois avec la collaboration de son fils Nicolas, qui va assurer la mise en couleur pour Marc. Sinon, tu vois, il a gardé la couleur en mémoire comme ça. Là non plus. Hein. Non, c'est cette baguette-là qui doit être la même couleur que le bois. Je n'étais pas content des premiers albums du Dr Poche sur la planète des chats. Et donc, j'ai toujours continué à faire des croquis avec les équipements des soldats chats, des soldats chiens, chacun leur blason, leurs écussons, leur armement par corps d'armée, etc. Enfin, donc j'ai étudié mieux l'ambiance et les personnages pour les définir davantage. Je dois dire que mon dessin a évolué aussi dans cette recherche. Et je n'attendais que quelqu'un me propose d'y revenir. Et donc, c'est l'occasion avec Michel Jans qui me proposera de faire reparaître le Dr Poche aux éditions Mosquito. Je lui ai dit, ben, écoute, ça serait finalement très bien de reprendre un Dr Poche. Et Marc, immédiatement, avec enthousiasme, est reparti sur un Dr Poche. Alors au départ, je souhaitais faire un volume, mais Marc a été tellement pris dans son histoire qu'on est parti sur une histoire en 2 volumes. Ces 2 tomes du retour du Dr Poche remettent à jour ce personnage. Il faut dire qu'on me le demandait
à chaque séance, au festival. Et quand est-ce qu'on verra un Dr Poche ils sont là. Ici, le château à faire, ça va être facile. Ça, c'est le docteur Poche qui vole. Ça, t'aimes bien quand il vole. C'est magnifique, magnifique, magnifique. Ah, c'est celle-là. Oh, qu'elle est belle, celle-là. Avec les loups, là, comme ça. C'est parce qu'il y a du noir. Oui, oui, ben oui, mais c'est beau. En plus de faire vivre ses personnages, Marx sait également utiliser son trait de dessin remarquable pour des réalisations particulières. Ainsi, pour la brasserie Brodkorens d'Erkelin, il dessine 3 étiquettes de bière. Mentionnons également cette fresque réalisée pour Anne-Sophie Amby, oncologue à l'hôpital Bruckmann de Bruxelles. Le local accueille les patients, parmi lesquels beaucoup d'enfants. Dans le cadre des 40 ans de l'Association pour la défense du folklore, eh bien, on m'a demandé, en tant qu'illustrateur, de faire des dessins pour présenter une petite brochure qui a été remise à toutes les associations diverses des groupes de carnaval de la ville de Binche, qui s'appelle « Les 10 commandements du Gilles ». J'ai fait une illustration correspondant à chaque commandement. Et qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est un rappel des règles qui obligent le Gilles, notamment des cheveux qui doivent être coupés, ne pas dépasser. Aussi, pour sa tenue, dans le carnaval, on ne fait pas de selfie, par exemple. Et il y a aussi toutes sortes de comportements. Le Gilles, par exemple, s'il quitte son groupe, il doit être suivi d'un tambour dans tous ses déplacements, hors du groupe, y compris pour rentrer chez lui. Et je crois que ça a plu, un peu d'humour, parce que j'ai traité ça en respectant ce qu'on me disait, mais un peu à la légère. Il y a d'autres aspects du métier de dessinateur ou d'artiste qui peuvent être mis en valeur, mais notamment dernièrement, j'ai composé de grands dessins sur le thème de la BD et de l'art en général. C'était l'occasion pour moi de rendre hommage à René Magritte, peintre du surréalisme, à Modigliani, à Matisse, voire même à Manet et d'autres. J'avais, depuis des années, fait des croquis et des dessins sur des pin-up. Chaque fois, j'allais de pointure pin-up parce que je voulais montrer qu'elle n'était pas seulement qu'un patauga avec un sac à dos et des appareils à patauger dans les jungles et tout ça, qu'elle pouvait être aussi féminine. Donc j'ai réalisé des centaines de dessins comme ça et en ayant trouvé une idée, c'est qu'elle était dans certains des dessins modèle pour un peintre et puis ensuite elle devient peintre elle-même. Alors pour le peintre, quand elle pose, elle est souvent un peu dénudée, on va dire, c'est la loi du genre, mais quand elle se met à peindre elle-même, alors là, on n'a plus vraiment besoin qu'elle soit en porte-jartel ou en barésie. Elle est un peu... Ce n'est plus ça le sujet. Et ça devient la représentation des peintures connues de l'art moderne. Ça peut être Magritte, Picasso et autres. Mais je les réalise alors recomposées différemment, mais tout au crayon de couleur. C'est-à-dire, pour chaque grand dessin, des milliers de coups de crayon. J'use des crayons à n'en plus finir. Et je crois on trouvera de plus en plus ce genre de dessin qui ont trait à l'art. Le travail de Westerlin, de Marc, est un travail remarquable, mais il a un style propre qu'il a toujours eu. Il a une personnalité très forte, c'est probablement la personnalité la plus forte que j'ai vue arriver chez Peyo, c'est lui. Je ne parle pas pour lui faire plaisir, c'est comme ça. Il y avait un autre, c'était bien avant lui, c'était De Rip, qui avait une personnalité assez forte aussi, mais qui était plus classique, et qui était aussi un excellent dessinateur. Il fait partie des deux, mais c'est Marc le plus original
Alors tout le monde le sait, même de Rip le dit. J'ai vu le travail qui était en train de naître dans Spirou avec le docteur Poche, et c'est vrai que là, j'ai pris conscience que c'était vraiment un excellent travail, quoi. C'était graphiquement, c'était beau, innovant, vivant, et par après, bon, j'ai suivi très près son travail jusqu'à aujourd'hui encore. Il y en a qui ont beaucoup apprécié Wasterlin parce qu'il a été influent sur toute une clique de jeunes beaucoup plus tard. Il a un univers très très personnel. Je crois qu'il n'y a personne qui lui ressemble, même s'il a été très imité. Même moi, j'ai essayé de l'imiter au début, sans le vouloir. Donc il a influencé énormément de gens. Tous ces gens étaient influencés par le style de Marc. Il n'y a que Marc qui dira non, parce qu'il ne le voit peut-être pas. Mais le petit musicien et tout ce qu'il a fait au début, les hommes papillons et la planète des chats, et tous ces trucs étaient admirablement dessinés avec des plaids, des déliés, des dessins qui prenaient du temps, certainement. Là, il a mis au point un style par après, qui est son style actuel, avec Jeannette Pointu notamment, plus proche d'Hergé, éloigné et proche à la fois, parce que dans la première partie, il est beaucoup plus proche de, je veux dire, peut-être de Franquin, en fait, toute cette tendance-là. J'ai maintenant à la maison 3 planches accrochées au mur. Marc Wasterlin, c'est quelqu'un qui m'a autant influencé qu'André Franquin, vraisemblablement, et qui m'a touché au plus haut point. Son univers graphique laisse entendre qu'il s'amuse en dessinant. C'est quelqu'un qui, comme l'homme, est généreux dans son travail et dégage une sympathie incommensurable. D'abord, tout le monde le dira, il est extrêmement attachant. C'est un type, une grosse culture générale, ça c'est indiscutable. Il a un côté très très humain, on voit bien, il suffit de dire Jeannette Pointu, et même dans les Docteurs Poche aussi, ça, on ressent très fort sa sensibilité, quoi, ça c'est clair. Je pense qu'il s'est fait tout seul, évidemment avec la compagnie d'un tas d'autres dessinateurs, comme Attanasio, on peut dire ce qu'on veut, et aussi chez Peyo qui lui a appris quand même une certaine rigueur. Et ça, je crois qu'il est d'accord avec ça. Il a un travail apparemment disparate, mais en réalité, il y a beaucoup de liens, quelque chose qui est ténu, mais qui se retrouve dans toute son œuvre. Et à la rigueur, même dans son travail un peu plus réaliste de Jeannette Pointu, il a su partir de quelque chose qui était très concret, qui était une journaliste, une Tintin au féminin, comme on le dit parfois, puis pour explorer finalement des mondes, que ce soit dans l'espace sur Mars, que ce soit dans des mondes imaginaires, l'Atlantide, ou parfois des aventures virtuelles, puisqu'il y a eu des aventures virtuelles également, ou la défense des femmes, les femmes Maasai, ou des peuplades, des ethnies, etc. Il a su faire varier ce monde, et malgré tout, on retrouve ce fil, ce petit personnage secondaire, par exemple, qui accompagne le héros, etc. Il a su en jouer, et je pense qu'il a fait une œuvre, finalement, qui se complète bien, qui est multifacette, mais qui se complète bien. Je ne suis certainement pas le premier à le dire, et tout le monde reprend toujours cette phrase d'André Franquin qui dit « Moi, si j'avais pu choisir, j'aurais aimé dessiner comme Marc Wasterlin. » Moi, j'ai essayé. En tout cas, j'ai essayé. Et non, il n'y a que Marc Wasterlin pour dessiner comme Marc Wasterlin, c'est évident. On a beaucoup de peine, quand on est face à quelqu'un ainsi, de lui dire tout le bien qu'on pense de son travail. Mais ce n'est pas ça qu'il s'attend, lui, ce n'est pas son problème. D'ailleurs, il fait preuve d'une rare modestie, hein, c'est assez évident. Je suis admiratif de Louis, vous l'entendez bien d'ailleurs, je ne fais pas de cadeau, mais je suis rarement admiratif de quelqu'un en dessin, sauf des gens très très forts. Or c'est le cas, il est très fort, même si ça le fait rougir, je le vois d'ailleurs. Ses originaux sont de véritables bas-reliefs. Il se remet en question, il travaille, il crayonne, il gratte, il retouche à la gouache, et c'est magique, quoi. Il fait des illustrations magnifiques. Dans les bouquins, ces bouquins-là, ces dédicaces en couleur qui sont tout à fait remarquables. Il m'énerve d'ailleurs tellement il est fort. Il faudra l'abattre tellement il a du talent. Salaud, hein. On va parler de l'avenir. Dois-je faire un 3e, docteur Poche? C'est prévu. Mais peut-être pas tout de suite. Parce qu'on me demande aussi
Mais Jeannette Pointu, qu'est-ce qu'elle est devenue? Car finalement, les éditeurs ne s'en sont peut-être pas rendus compte, mais c'était un public de jeunes filles qui finalement s'attachaient à ce personnage, qui vivait des aventures. Enfin, c'était pour elles leur Tintin fille, quoi. De toute façon, on ne m'empêchera pas de dessiner. Jusqu'à mon dernier jour, les dessinateurs, c'est souvent comme les acteurs de théâtre, hein, ils veulent mourir en scène. Je veux mourir sur ma table à dessin. Je me suis toujours dit, quand je serai vieux, je reprendrai les récits du Dr Poche, notamment celui de la planète des chats, pour en faire un roman. Un ou deux, assez épais, parce qu'il y a beaucoup à raconter. J'avais déjà commencé, mais repris par mes activités de dessinateur, j'ai mis de côté. C'est pour ça que j'avais refusé de signer dans le contrat pour la réalisation des 3 intégrales du Puy, du Dr Poche, la clause du contrat qui concernait l'audiovisuel et la novélisation. Novélisation, qu'est-ce que c'est? C'est un terme de contrat qui dit que on peut écrire un roman avec la bande dessinée concernée. Et ça, je me le garde pour moi. Grâce à mon âge vénérable, eh bien, je vois arriver maintenant la 2e génération, 3e génération. Ce sont les gens qui ont bien aimé mes histoires et qui les achètent pour leurs petits-enfants. Ça, quand même, j'en suis fier, on va dire.